Attention, attention, 236 Stories offrira 10 000 francs CFA à 10 familles tirées au sort pour la rentrée prochaine. Pour être éligible, il faut vivre au Cameroun, s'inscrire sur 236 Stories, envoyer un petit message à contact@236stories.net avec la preuve avant le 7 septembre prochain. Alors, qu'attendez-vous? Allez-y donc! Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur 236 Stories, votre émission hebdomadaire qui traite de l'actualité sociale, politique, culturelle, économique et l'actualité des réseaux sociaux également. Aujourd'hui, les sujets sont très intéressants. Nous allons parler de politique, nous parlerons de société et de médias. Peut-être beaucoup de sujets seront très houleux sur ce plateau. Alors, pour vous accompagner, je ne suis pas seule, je suis accompagnée ce soir de AC, de CWK, de Chicharito. Nous allons parler bien évidemment de politique, des coups d'État successifs. La question qu'on va se poser dans ce podcast, c'est de savoir quel est l'impact des coups d'État successifs pour l'Afrique francophone. Nous allons parler de décentralisation au regard de l'analyse des textes et de la mise à l'épreuve des faits. Alors, je pense que vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Les textes sont là, mais est-ce que ces textes sont réellement appliqués? En société, nous allons réveiller la question du tribalisme, rouverte par le lion indomptable Martin Angla. Nous allons faire des analyses et autour du thème, nous allons aussi faire des commentaires et analyses sur ces propos, les propos qui ont fait des choux gras dans les réseaux sociaux toute la semaine. En médias, nous allons parler du dérapage du professeur Bayebek et les mesures de la CNC. Nous allons faire des commentaires et puis donner notre point de vue sur la situation. Alors, comme je vous le disais tantôt, je suis accompagnée de Chicharito. Bonsoir Chicharito. Bonsoir NBD. Et bonsoir également à tous mes companélistes. Je salue également tous nos auditeurs et auditrices. Et comme d'hab, justice pour Martinez. Comme d'hab, justice pour Martinez. Nous sommes déjà en fin d'année. Nous espérons vraiment que un an ne va pas s'écouler sans que la justice soit rendue à notre confrère, compatriote Martinez Zogo. CWK, bonsoir. Bonsoir à toi, NBD, bonsoir à C, bonsoir également à Chicharito qui signe son retour, bonsoir à tous les podcasteurs, bonsoir à toute la communauté de 137 Stories. C'est toujours un plaisir d'être des vôtres, toujours un plaisir de répondre présent quand l'invitation nous est adressée et un plaisir de croiser le verbe avec tous ceux qui sont là. Merci. Merci. AC, bonsoir. Bonsoir. C'est encore un plaisir d'être avec vous ce soir. Vraiment, j'apprécie échanger les échanges des idées entre tous les panélistes chaque vendredi ici. J'espère que le débat sera huileux encore ce soir. Il le sera, bien évidemment, parce que ce soir, nous allons nous intéresser au sujet qui porte vraiment, où tous les regards sont figés depuis près de 3 ans aujourd'hui. Nous parlons comme ça de l'Afrique francophone qui fait face à des coups d'État successifs. On parle du Burkina Faso, du Niger, du Mali, dernièrement le Gabon, voilà. On se pose bien la question de savoir quel est l'impact pour l'Afrique francophone. Les impacts peuvent être on peut avoir des impacts positifs, on peut aussi avoir des impacts négatifs. Donc là, je voudrais que CWK nous fasse un peu une petite analyse. Qu'est-ce qu'il entrevoit? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il voit en tant que conséquences positives ou négatives suite à ces coups d'État successifs en Afrique francophone? Vous savez, déjà merci pour la bonne question. Merci. Il y a quelque temps encore, jusqu'ici, en Afrique francophone, principalement en Afrique centrale, on n'avait pas eu cette expérience-là, du moins du côté de certains pays. On a eu les coups d'État au niveau de la République centrafricaine. Là, on va dire que c'était l'un des pays qui était les plus instables
quand on parle Mhm. de la zone CEMAC et principalement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Mhm. On va dire simplement que c'est la contagion peut-être des États de l'Afrique de l'Ouest. Parce que généralement, les États francophones de l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment ceux qui ont eu le plus fort taux de coups d'État, notamment avec le Mali, avec le Burkina Faso, ou même encore tout récemment encore avec le Niger. Alors, Oui. quand il y a des institutions qui sont déstabilisées ou les institutions qui sont proposées à être refaites par une junte qui prend le pouvoir, généralement, ce que l'on constate, c'est que c'est un recommencement qui est demandé. Généralement, ça peut être un Mhm. recommencement demandé par la foule. Ça a été le cas pendant longtemps au Burkina Faso ou bien en Côte d'Ivoire où on a Oui. vu au Burkina Faso le mouvement citoyen, le ballet citoyen qui a insisté parfois pour demander à ce que les choses changent. On va le Mhm. dire, ils n'ont pas renversé l'État, ce mouvement-là, mais on a vu l'impact quand ils sont descendus à chaque fois dans la rue. Et c'est une Oui. manière de dire que quand il y a un coup d'État, c'est soit la population qui est en train de propulser cela parce qu'il y a un mécontentement qui est latent. Et c'est cette latence-là qui se fait ressentir et qui parfois peut faire naître certains hommes, je vais dire des hommes qui vont être aimés par la population. Actuellement, celui que l'on voit le plus, c'est Mamadi Doumbouya il y a Mamadi Doumbouya au Mali, mais il y a aussi au Burkina Faso. Burkina C'est une Faso. manière de voir ces jeunes, bon, je dis jeunes, mais bon, c'est pas comme si c'était nos égaux, peut-être. Ces jeunes dirigeants, en tout cas, qui essaient de penser l'Afrique différemment de ce que leur père, je dis leur père, dans le sens de présidents qui sont là depuis très longtemps. On a vu même tout récemment encore, c'était un fake news, mais qui a été très vite démenti au niveau du Congo-Brazzaville quand on a vu Oui. le président est sorti et juste après on a dit, oh, il y a eu un coup d'État. Ça a fait rire tout le monde parce que euh, ça aurait été vrai. Je ne sais pas si ça aurait été une bonne nouvelle, mais ça montre en tout cas l'état actuel de la zone francophone. Tous les pays Mhm. qui ont été sous domination française pendant un moment Oui. ont une subite envie d'être vraiment décolonisés. Parce qu'on a eu cette décolonisation de 1960 qui a été pour certains un leurre. Et actuellement, on a l'envie de passer le cap, de pouvoir être content en disant que cette fois-ci, on est pauvre, mais on est content d'être pauvre parce qu'on assume notre pauvreté. Ce n'est pas seulement la pauvreté qui est du fait du pillage de l'extérieur. Oui. Bon, peut-être je vais Oui. m'arrêter là pour mon premier mot, Mhm. ma première prise de parole. D'accord, merci pour ta brillante intervention. Là, je vais continuer avec Chicharito. Dernièrement, il y a une nouvelle qui nous est parvenue mercredi dernier. Il s'agit d'une note. Je sais pas, je sais pas si c'est je sais pas comment appeler ça une note, mais une nouvelle qui nous parvient comme ça pour dire que les artistes du Niger, du Mali, du Burkina Faso, interdits en France. Youssou N'Dour a réagi face à cette interdiction, face à cette décision du gouvernement français. Qu'est-ce que cela signifie, hein, d'interdire les artistes nigériens, maliens et burkinabés de séjourner en France? Pourquoi, Euh, Chicharito? oui, NBD, merci bien pour la question. Je pense que le gouvernement français actuel, pour moi, est Mhm, en panne de solutions. mhm, Il fait face à un mouvement citoyen dans plusieurs pays sans précédent et il ne sait pas comment réagir. Et il prend mhm. pour moi des décisions à la limite absurdes en fait. Parce que Oui, je ne vois pas le rapport entre l'ascension des artistes, tu as parlé des artistes, mais aussi même les étudiants, le refus d'accorder les visas aux étudiants. Je ne vois pas oui, le rapport entre cela et oui. le fait, par exemple, que les autorités burkinabèses, maliennes et nigériennes, par exemple, demandent aux soldats français de s'en aller de leur territoire. Donc, je pense que Mhm, face à la nouvelle vague, les nouvelles demandes, les nouvelles autorités de ces différents pays qui ont, comment il va dire ça, qui ont à cœur d'avoir une certaine souveraineté nationaliste, mhm, je crois que les autorités françaises ont du mal à réagir, en fait. Je pense que c'est mhm. quelque chose qui, je pense, qu'ils n'étaient pas préparés à ce type de,
De voilà, réaction. d'adversité, j'ai envie de dire. Mhm. Et face à ça, ils ont du mal à réagir, ou bien les autorités, elles ont du mal à réagir, en fait. Et elles réagissent un peu, j'ai envie de dire, n'importe comment. Avant Mhm. ça, j'avais par exemple suivi Air France, par exemple, qui avait décidé de suspendre ses vols. Et le Oui. ministre des Affaires étrangères malien me souviens très bien, avait dit, nous ne comprenons pas ce type de partenaire. Un matin, il s'élève, il dit, je suspends les vols, et il décide de 2 jours, 3 jours après de lever la sanction, une semaine après de refaire, de remettre une nouvelle suspension. Et il dit, c'est pas comme ça que il faut que nous soyons respectés. Il ne peut pas, Mhm. les autorités françaises ne peuvent pas se comporter ainsi, par exemple, avec le Canada. On ne peut Mhm. pas se lever une compagnie comme celle-là donc qui gagne de l'argent en menant ce type de service, ne peut pas pénaliser autant les citoyens d'un pays africain sous prétexte qu'on a Mhm. des dissensions avec les autorités françaises, ne peut pas décider comme ça du jour au lendemain de prendre des décisions qui n'ont, pour moi, qui n'ont pas de sens en fait. Et donc, Ouais. c'est un peu ça. Je pense que les autorités n'arrivent pas à faire face à, à la nouvelle vague de présidents qui prennent le pouvoir dans ces pays-là et réagissent un peu, j'ai envie de dire, de manière absurde. Il y a Ouais. aussi une nouvelle que je vais peut-être passer, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais par exemple, les Oui. autorités françaises ont aussi décidé de suspendre les adoptions envers un pays comme le Burkina Faso. Vous voyez ce type Wow. de décision, on ne comprend même pas quel est le sens, quel est le rapport en fait. Mhm. Donc, et voilà, je pense que c'est dans la lignée de ce que j'ai dit. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Et Je pense avoir vu une nouvelle comme ça qui passait devant mes yeux comme ça, oui, oui, je selon pense aussi laquelle avoir vu une nouvelle. on aurait arrêté Kémy Séba. Oui, ça aussi, ça a été passé. C'était au Bénin, mais il a été libéré quelques heures après. Oui. Il a été libéré Ok, quelques heures après. merci, hein, Bon, merci il pour... a dit qu'il a été arrêté bon, sous ordre du président de la présidence ivoirienne. C'est ce qu'il disait dans un direct, dans un space sur X. C'est ce qu'il Oui. Oui. disait. Mais il a Bon, été Wow. pour libéré. compléter quelque chose, si tu le permets, Oui, oui, NBD, sur ce que bien sûr. Tissarito vient de Mhm, dire, vas-y. j'aimerais Merci. saluer la dextérité avec laquelle certains panafricanistes ont pris l'annonce du Quai d'Orsay, parce qu'il faut le dire, c'est le Quai d'Orsay qui signe un communiqué. C'était officieux, mais c'est Mhm, clairement dans un communiqué que j'ai vu passer sur X, l'ancien Twitter justement, où Claudie mhm. Sia, c'est sa dextérité donc que je salue, a dit euh, clairement le Quai d'Orsay demande à ce que l'on ne reçoive plus, je crois qu'il y a sur le plan sportif et sur le plan culturel, le Niger et le Oui. Mali, Niger, Mali, Burkina Faso doivent être frappés. La Mhm. chance ou la malchance pour eux, c'est que ils ont eu quelqu'un sur la main comme Claudicia qui travaille quand même pour RFI, qui est l'un des médias quand même français, qui Mhm. va enseigner la politique française. Claudicia a dit clairement que lui va recevoir tous les artistes qu'il avait prévus, qu'ils soient nigériens, maliens ou bien burkinabés, et que Oui. malheureusement, pour eux, son émission est bouclée pour 2 ans. Donc, ils vont seulement avoir son remplaçant pour pouvoir imposer cette loi-là. Et Mhm. c'est dans la même vague qu'il a d'ailleurs reçu l'ancien ministre de la Culture du Sénégal à la personne de Youssou N'Dour. Donc, pour dire quelque Youssou. part que ce n'est pas parce qu'il y a l'adversité que l'on ne doit pas se battre. Et je salue au passage la main tendue du Mali et du Burkina Faso au Oui. Niger. Et dit pour sortir avec cette prise de parole que les États-Unis ont sans doute joué sur le dos de la France actuellement au Niger parce que d'après les informations que que j'ai glanées un peu de partout, il y a un envoyé, un émissaire des États-Unis qui est allé derrière déjà négocier pour que une base de drones aériennes des États-Unis puisse rester au Niger. Ce qui fait qu'actuellement, le Niger n'a plus de problème avec les États-Unis vraiment. Et c'est la France qui se bat encore, en fait. La France aurait pu accepter les choses actuelles comme elles ont accepté au Gabon, que tout serait déjà fini au Niger. Pour compléter un peu Ouais. ce que tu viens de dire, deux choses. Par rapport à Claudicia, effectivement, son élan est louable en fait, mais Claudicia ne délivre malheureusement pas les visas. Donc, si ces artistes-là ont déjà, par exemple, Justement, il sont délivre déjà la vie. sur le territoire français, il n'y En aura pas de effet, problème. hein. Mais s'ils sont Mhm. sur Mhm. les territoires cités, ils ne C'est pourront ça. pas se déplacer. Donc, malheureusement, Claudie, ça ne pourra pas Exactement. les recevoir. Donc, ça, c'est la Exactement. première des choses. Et la deuxième des choses, euh, concernant le Niger, mais je l'avais déjà dit, je pense, dans un précédent podcast, les États-Unis ont doublé la France, mais il y a très longtemps.
J'avais dit qu'il y avait même, il y Mhm. avait pas, à l'époque, il n'y avait pas d'ambassadeur officiel américain au Niger. Et Mhm. dans la foulée du coup d'État, l'ambassadeur a été nommé. Donc ça, c'était déjà une manière d'entériner ou bien de Ouais. légitimer le Mhm. pouvoir en place. Et pour aller encore un peu plus loin, en ce moment se déroulent les sessions de l'ONU et il y a un représentant officiel du Niger qui est présent. Donc pour moi, ça, c'est voilà. Qui est un C'était pour ancien colonel qui a étudié aux États-Unis même d'ailleurs. voilà. Donc c'est pour compléter aussi ce que CWK disait et pour aller aussi un peu plus loin pour répondre à Ouais. une autre question que tu lui as posée concernant les coups d'État successifs en Afrique francophone. Quel impact? Moi, je pense que Mhm. l'Afrique francophone est vraiment, de mon point de vue, différente de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, CWK l'a dit, il y a ce qu'on appelle des mouvements citoyens qui font vraiment un éveil de conscience politique surtout dans ces différents Mhm. pays. Et c'est ce que nous n'avons pas en Afrique centrale. Donc, par Mhm. exemple, on a parlé du coup d'État au Gabon, ok, mais là aussi, je suis un peu dubitatif dans le sens où vous avez vu que la France n'a pas eu le même comportement vis-à-vis du président gabonais que vis-à-vis des autres. Donc, ça aussi, ça Oui. doit nous interpeller. Et donc, en Oui. Afrique francophone, nous devons rester un peu plus prudents. Et Mhm. regardant, vous avez vu qu'il y a eu pareil, un coup d'État au Tchad, c'est plutôt bien passé, on va dire. Donc, j'ai envie de dire, si ça se passe bien, en fait, pour moi, c'est des mauvais coups d'État. Le bon coup d'État Oui. doit mal se passer, comme ce qu'on a vu au Mali, au Burkina et au Niger. C'est à Oui. ce moment-là que nous pouvons dire que ces personnes-là vont dans le droit chemin. Donc, celui Mhm. du Gabon, bon, celui du Tchad, on sait qu'il ne va pas dans le bon chemin. Ça, c'est évident, c'est sûr. Celui du Gabon, on va quand même lui laisser un peu le bénéfice du doute. Mais on va dire que comme la France On aurait n'est pas pu, montée au créneau, voilà, on peut on dire que aurait ça pu ne va pas aborder très même bien. le sujet du Tchad aussi, parce que là, il y a le petit débit qui voudrait aussi se proposer à la présidentielle. Ah, quand tu dis qu'il voudrait, C'est pour un le autre moment, il est sujet, déjà hein. président de fait. Donc, il est déjà là de fait. Donc, c'est pour dire que, Il est voilà, déjà- pour moi, il y a vraiment deux leçons. En Afrique, comment je vais dire ça? En Afrique de l'Ouest, je pense qu'on va Oui. plutôt dans le bon sens. En Afrique centrale, je suis encore un peu plus sceptique. Voilà ce que je peux Débutatif. dire, ouais, dubitatif. Mhm. Je vais laisser la parole. Merci. Bon, peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude des coups d'État. Ben, peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude des coups d'État, il y a aussi une autre, c'est pas pour minimiser l'expertise et puis l'analyse de nos panélistes ici, mais je vous envoie aussi écouter, il y a une émission de Suzanne Canalobe que j'ai écoutée sur Dash Télévision où elle répondait vraiment à la question en tant que journaliste éditorialiste et puis la mère, une ancienne aussi. Vraiment, elle a des idées vraiment claires là-dessus, des idées lucides là-dessus, dont la différence, donc c'est-à-dire pour elle, les mêmes coups d'État qui ont frappé, les coups d'État qui ont frappé nos frères de l'Afrique de l'Ouest là, bref, ne peuvent pas, elle a donné les raisons pour lesquelles ces mêmes coups d'État ne peuvent pas arriver au Cameroun. Elle a donné des raisons sociologiques, des raisons anthropologiques, des raisons politiques. Pour elle, c'était son point de vue et puis ça tenait quand même. Donc, je vous invite à aller un peu regarder sur Internet, Dash Télévision, peut-être la dernière émission, les derniers décryptages là sur l'actualité politique de l'Afrique. Elle a donné, c'est-à-dire c'était bien, c'était bien. C'est vrai que je n'ai pas écouté de fond en comble, mais c'était quand même édifiant. Alors, assez, tu es avec nous, je pense. Assez, Oui, tu je es suis avec là. nous. D'accord. Et Oui. là, je voudrais poser une question à Assez. En tant qu'Africaine, mets-toi un peu dans la peau d'une Nigérienne, d'une Burkinabé, il y a encore quel pays là? Malienne. Malienne. Voilà. Comment, en tant qu'Africaine, tu vois l'Afrique sans la France, donc sans les relations France, parce qu'on a toujours été habitué à la France-Afrique, hein. Sans France-Afrique, comment vois-tu l'Afrique? Ben, je ne dis pas, je dirais pas, j'irai pas jugement à dire, jusqu'à dire qu'il y aura plus de relations France-Afrique. Nous sommes dans un village planétaire, Oui, comme mais nous. là où les relations ne font que se rompre de jour en jour, on interdit aux politiciens de séjourner en France, on ne délivre plus les visas aux étudiants, on ne fait plus ci, on ne fait plus ça. En tant que
bon, nous sommes entre guillemets les enfants de la France parce que nés de l'indépendance 1960 pour la plupart des pays. Maintenant que nous sommes en train de divorcer d'avec notre, je sais pas, notre ex-colonisateur, les visas ne sont plus délivrés, les artistes si les artistes ne peuvent plus voyager, combien à plus forte raison, les citoyens lambda. Donc, on se pose bien la question de savoir. Donc, je voudrais que tu essaies un peu de voir, d'imaginer le contexte dans lequel on peut vivre sans la France. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Parce que déjà, l'expression francophone faisant partie aussi de la francophonie pour la plupart des pays. Comment peut-on vivre sans cette France-là, étant en Ben, Afrique? on peut tout simplement vivre sans la France, mais quand on dit ça, j'ai vraiment beaucoup de réserves parce que même si on a des relations conflictuelles avec quelqu'un ou bien un autre pays, ça reste toujours une relation qui peut d'un Mhm. jour basculer selon un Oui. fait ou un autre. Donc, dit que la relation va cesser, la relation ne va jamais cesser entre Mhm. l'Afrique et la France. Ça, c'est un fait qui est sûr et qui ne souffre de rien. Mais maintenant, on Mhm. dit que autant mieux dit peut-être que comment sera maintenant l'Afrique sans le manteau de la France. Mais l'Afrique sera une Afrique maintenant qui sera en train de faire ses premiers pas, on va dire comme ça, Ouais. ses premiers pas. Une Afrique qui va se découvrir parce que je continue de croire que actuellement l'Afrique, quand je dis l'Afrique, je parle des Africains, ne connaissent pas Ouais. encore euh, réellement ce que c'est que l'Afrique, la valeur de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est l'avenir. C'est pas pour rien que Mhm. tout le monde se bagarre pour être en bonne relation avec le max de pays africains, parce que l'Afrique, c'est l'avenir. Oh, donc, ce qui va se passer, c'est que l'Afrique va se découvrir. Peut-être ça va prendre 5 ans, peut-être ça va prendre 10 ans, peut-être même, je sais pas, un Moi millénaire. au plus. Oui, Ah, bah, mais l'Afrique va se découvrir et l'Afrique va trouver pleinement sa position dans le monde, on va le dire. Parce que oui. même si on peut relever les éléments tels que la monnaie, l'Afrique aura sa propre monnaie. La plupart des pays vont se battre à avoir leur monnaie. Pourquoi même pas enfin réaliser ce rêve d'un continent, un pays, un peu comme l'Amérique? Mhm. Pourquoi ne pas faire l'Union africaine? Quand je dis l'Union africaine telle que pensée par Mohamed Au Kadhafi au regard départ. du comportement qu'affiche la CEDEAO, De on se toutes les pose bien la question de savoir si ce rêve-là peut se réaliser. façons, mais ça peut se réaliser. Je suis l'une des personnes qui sont toujours convaincues que bah, nul ne sait comment sera le lendemain. Ouais, il y a plein de choses. Oui, Par exemple, au Gabon, qui l'aurait prévu? Personne. L'homme est ondoyé, il personne. dit. Et personne vraiment ne peut prévoir le lendemain. J'ai voulu revenir quand tu as parlé de la dame qui a analysé des faits pour dire que ben, elle n'est pas sûre, du moins ça réduit les chances qu'au Cameroun, il y ait Oui. un coup d'État. Mais c'est faux. C'est faux, ça ne veut rien dire. Malgré que le fait on peut se baser sur des faits aussi historiques, sociologiques, anthropologiques, Mhm. les plus solides. Mais n'empêche qu'il Mhm. y a des choses qu'on ne prévoit pas. Il y a Ouais, comprendre simplement que l'avenir ne nous appartient pas. Et je dis vraiment, ouais. l'Afrique va se battre, l'Afrique Mhm. va donner pleinement tout ce qu'elle a dans le ventre. Et les Africains vont apprendre à comprendre que euh, le bonheur, c'est pas l'autre pays. Le bonheur, c'est pas la terre des autres. Le pays. Et le bonheur, c'est sa propre terre. Le Ouais. bonheur, l'élever, de pouvoir rêver que son pays va mieux. C'est pas pour me jeter les fleurs, mais je suis l'une des personnes qui n'envisage jamais, même si on me donne un visa job que va à l'étranger et tout pour habiter, y vivre, je vais refuser. Encore, on peut me Oui. dire, et tu rentres au pays, parce que je reste convaincue que le Cameroun a beaucoup encore à apporter au monde, l'Afrique encore plus. Donc, vraiment, nous Mhm. sommes dans un bon moment. On va dire que c'est un moment de transition. Il y aura beaucoup de secousses, mais ça va aller. C'est la période, c'est un peu, je me dis, c'est un peu comme la puberté. Il y aura des Ah, choses qui vont se passer en nous dans les pays, mais ça va aller. On va se ouais. découvrir et on va arriver à être effectif sur le plan Mhm. mondial. Nous sommes pleinement Ok. dans la... Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Mhm. Merci. Sans transition, nous allons amorcer le deuxième sujet, celui de la décentralisation. Je vais toujours commencer avec toi sur la question de la décentralisation, Qu'entends-tu par décentralisation? Comment expliques-tu ce concept? Assez. Ben, quand on parle de décentralisation,
Euh, Oui. je, je vois vraiment la délocalisation de pouvoir, de l'administration, Mhm. euh, le rapprochement de l'administration des services publics au maximum des Mhm. populations. Je vais par exemple prendre un cas pour ne pas Ouais. sans vouloir d'autant plus trop tirer sur le pays. Moi, par Mhm. exemple, mon acte de naissance a été établi à l'ouest Cameroun. Mhm. Et chaque fois que je veux mon casier judiciaire, il faudrait que je voyage ou bien que Mhm. j'appelle là-bas à l'ouest, j'expédie mon acte de naissance pour qu'on aille me récupérer une copie de mon casier judiciaire. Mais c'est trop de tracasserie. Et pourtant, je suis à Yaoundé. Il devrait avoir un moyen par lequel je pourrais récupérer mon casier judiciaire depuis Yaoundé par moi-même. Donc, c'est un peu ça, ce rapprochement de l'État vers les populations des services de l'État. C'est ce que moi, je vois beaucoup plus dans la décentralisation et l'implication OK. également des populations dans le système de l'État, dans les systèmes même de prise de décision de l'État, dans les systèmes d'implémentation des décisions de l'État. Donc, voilà un peu ce que moi, je vois par décentralisation. D'accord. Voilà. Chicharito, au regard des textes, au regard des textes de la loi sur la décentralisation au Cameroun, bien du processus de décentralisation au Cameroun, penses-tu vraiment que penses-tu vraiment que les textes sont appliqués dans les services au Cameroun? Est-ce que tu as l'impression que la décentralisation est réellement en train de s'implémenter au Cameroun? Non, on ne peut que répondre par la négative. Parce que Mhm. si je ne me trompe pas, la loi a été promulguée, votée. Je ne sais pas trop comment utiliser, quel terme utiliser, mais je crois que c'est une loi qui date de 80-96, si mes Oui. souvenirs sont exacts. Mhm. Et si je ne me trompe pas, c'est en 2020, Ouais. 2022 qu'on a Mhm. fait les élections pour, je crois qu'on a mis en place les conseils régionaux, qu'on a fait les élections pour les maires de ville, ce genre de choses, si mes souvenirs sont Ouais. exacts. Donc ça veut dire que, voilà, comme on dit souvent, sur le papier, nous avons de très bonnes lois, il n'y a aucun problème là-dessus, mais nous avons un problème sur l'applicabilité de ces lois. Mais quels sont les problèmes, quels sont les obstacles liés à l'application, c'est-à-dire à l'application de la décentralisation au Cameroun? Pourquoi C'est, elle n'est-elle pas effective? Quels sont les problèmes c'est, qui s'opposent? Le véritable problème, il est tout simple, c'est la volonté politique. Vous savez que le principal, on dit toujours que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, normalement, il est prévu que l'État central doit donner 15% de ses ressources comment je vais expliquer ça, aux entités décentralisées. 15%. Et on voit qu'aujourd'hui, l'État central a du mal à Mhm. débloquer les 15%. Pour quelle raison? Parce que Oui. vous vous souvenez très bien justement, j'ai parlé de l'affaire Martinez, tout ce qu'il a Mhm. révélé comme scandale financier. C'est pour ça Oui. que l'État refuse de décentraliser, parce que il y a la ressource financière doit Mhm. être partagée entre eux et les amis, les copains, et ainsi de suite. C'est ça le Mhm. véritable problème. Donc, voilà. Donc, c'est juste un problème de volonté politique. Il n'y a rien d'autre. Lorsqu'on vote une voix en 96 et qu'on attend plus de 30 ans, bon, pardon, plus de 20 ans pour la mettre effectivement en place, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que Donc, ce tu as pro- déjà été confronté d'une manière ou d'une autre à une difficulté administrative liée à la décentralisation des institutions au Cameroun? Tout le monde a déjà au moins une fois été confronté à cela. Par Oui, exemple, rien que le fait comme Acela dit, oui. de l'établissement de son acte de naissance, pour moi, c'est un problème. Mm. Mhm. Il y a aussi, par exemple, le recrutement des enseignants. Ça aussi, c'est un autre Oui. problème. Il y a Mhm. la construction effective de nos routes. Vous savez que si Oui. vous faites, par exemple, un projet de route de salle de classe Mhm. dans un village reculé du nord-ouest ou du sud-ouest, le projet doit être soumis à Yaoundé pour être décidé. Et celui qui décide de ce projet à Yaoundé, peut-être il ne sait même pas
où se trouve la localité en question, il ne connaît pas les réalités sur le terrain. Il ne sait pas effectivement ce que vivent ces populations-là. Donc, peut-être pour lui, ce n'est pas une priorité par rapport à ce qu'il reçoit. Lorsqu'on va lui dire qu'il faut peut-être réhabiliter une route à Yaoundé, réhabiliter une autoroute à Douala, et on va lui parler d'une route à Moyouka, par exemple, ou à Oui. Mamfé, peut-être pour lui, ce n'est pas la priorité, en fait. Mhm. Donc, ça aussi, c'est des contraintes. Et autre chose, par exemple, on a parlé, on a eu des cas, par exemple, pour les enseignants. Puisqu'on parle, par exemple, des OTS. Vous savez que quand un enseignant, quand il est, par exemple, affecté, je prends un exemple, il est affecté à Marois pour prendre service. Lorsqu'il a les problèmes d'avancement, de rappel et tout ça, il doit constituer ton dossier où il faut qu'il revienne à Yaoundé pour constituer et suivre son dossier. Oui. Donc voilà ce qui freine effectivement. Et quand tu parlais de la confrontation au problème de décentralisation, voilà un peu ma réponse à ta question. Merci vraiment, merci beaucoup. Merci pour ta réponse. Je sais qu'elle a édifié plusieurs personnes ici. Alors, CWK, je voudrais savoir quel bénéfice en tirerait le Cameroun en appliquant les textes qui portent sur l'application effective de la décentralisation au Cameroun. Quels sont les bénéfices que pourra avoir le Cameroun en appliquant vraiment ces textes dans nos institutions? Parfois, quand on parle de décentralisation, le Camerounais lambda qui ne peut-être ne comprend pas des thèmes qui sont spécifiques va se dire que c'est encore quoi cette affaire. Alors pour expliquer, j'étais en train de penser à un exemple le plus basique pour expliquer, pour enchérir avec ce que Chicharito disait déjà. Vous imaginez, vous êtes dans une maison. Prenons le Cameroun comme une maison et dans chaque maison, chaque enfant a sa chambre. Ces chambres pourront être ici les 10 régions. La particularité de chaque chambre, c'est que vous saurez que dans la chambre des garçons, les garçons savent comment ils mettent leurs chaussures, ils savent comment leur désordre est. C'est-à-dire, même quand maman entre souvent et elle dit « arrangez la chambre », chacun peut te dire « je sais que je classe mes jouets ici ». De la même manière, quand on prend le Cameroun et qu'on dit décentralisation, si moi j'habite Yaoundé 6, si j'habite Douala 3e, et qu'il y a des trous sur la route à Douala 3e, c'est un peu comme Chicharito parlait du cas de Mouyouka par exemple. Là. S'il y a un problème sur la route, moi qui suis habitant de cet endroit-là, moi qui suis le maire, qui suis donc la personne amenée à diriger cette partie du pays, ou bien le gouverneur bien sûr, c'est à moi de dire que j'ai besoin. C'est le cas de la chambre, pour dire que j'ai besoin d'un balai pour enlever les toiles d'araignée, parce que je sais que c'est le problème que ma chambre a. Peut-être les filles qui sont à côté n'ont pas le problème de balai, elles ont plutôt besoin d'une serpillière pour nettoyer le sol. Moi, le sol est propre chez moi, mais par contre, mon plafond, il n'est pas propre. C'est une manière de dire que la décentralisation aiderait chaque région déjà à s'autonomiser, parce que et il faut bien comprendre qu'avec la décentralisation, ça va appeler forcément la fédéralisation et le fédéralisme naturellement. Pourquoi? Parce que si, par exemple, dans une région comme le Nord-Ouest, ou bien restons même peut-être dans une région comme le littoral, qui est le poumon économique, on produit avec le port autonome de Douala, on va produire peut-être, disons, quelque chose comme 7 milliards par jour. J'exagère peut-être avec les chiffres. Mais si on est peut-être autour de 7 milliards par jour en termes de revenus dans la ville de Douala, la ville de l'Ouest peut être avec 4 ou 5 milliards. Aux 2 villes seulement, on est déjà en train de tourner autour de 12 milliards. Maintenant, il y a des régions qui ne peuvent pas avoir le même revenu. Par exemple, vous aurez avec une région comme par exemple le Sud, vous avez une région comme par exemple la Damoa, qui ne sont pas les régions les plus riches du Cameroun, mais qui ont quand même de la ressource. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? La décentralisation profiterait à dire, par exemple, que comme chez vous, vous avez un peu de trop, vous pouvez nous aider. Aussi simple que ça. Puisque quand on est autonome et qu'à un certain moment, notre autonomie nous permet d'avoir un excédent, l'excédent peut être exploité maintenant sur le plan étatique. C'est aussi simple que ça. Alors, maintenant, il y a aussi le fait que
en appliquant ces lois, il y a des gens que ça ne conforte pas ou reconforte pas forcément. Et est-ce que c'est possible dans Dans notre quelle pays? mesure tu le dis? Si par exemple, je sais que mon ami j'ai tel couloir et que en voulant partager, c'est parce que les gens se disent que décentraliser, c'est partager. Imaginez Mhm, aussi quelqu'un a le monopole sur un secteur, par exemple, et que le secteur n'est propre qu'à lui. Et qu'on dise que mhm. non, au nom de la décentralisation, par exemple, on a dit que OK, c'est seulement la Direction générale de la Sécurité nationale qui peut établir les CNI. Désormais, ben, si tu te trouves n'importe où au Cameroun, tu peux établir ta CNI sans avoir besoin de passer. Si je pense que c'est ce qui est en train d'être mis sur pied actuellement avec les CNI, où les mairies peuvent déjà commencer à réagir à travers Oui, le décret. Bon, je oui. pense que ça a quand même une force, ça aide à avancer. La Mhm, décentralisation gagne. Je parle sur l'exemple le plus basique que AC a pris dans son propos introductif. Je suis, ce qui est quand même assez effarant, c'est que je suis de l'Ouest, si je suis de l'Ouest, et que je fais ma carte nationale d'identité pour un concours, on va me demander, je veux faire mon extrait de casier judiciaire, on va me demander d'aller dans ma région de naissance pour faire l'extrait de casier judiciaire, comme si je n'étais pas au Cameroun quand je suis à Yaoundé ou bien quand je suis à Ngaoundéré. Par contre, il exactement. y a une exception qui est faite quand vous êtes né dans le septentrion et que vous avez besoin de faire votre extrait de casier judiciaire. Il y a une Mhm, exception qui est faite en ce moment-là, une exception administrative qui vous permet de faire votre extrait de casier judiciaire dans mhm, n'importe quel parquet à Yaoundé ou à Douala. mhm, mhm. Pourquoi ça ne peut pas être fait partout? En fait, ce n'est qu'un bout de papier Oui, qui atteste de ta citoyenneté et qui confirme que tu es né quelque part. Ta CNI est originale, mais pardon, ta carte, ton bulletin de naissance, ton acte de naissance, il est original. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir besoin de rentrer dans sa région d'origine alors que la décentralisation est censée être appliquée? Ça, c'est la bonne question à se poser. Et je me dis oui. que ça profite peut-être à certaines personnes que l'on ne sait pas. Mhm. Merci. Merci vraiment beaucoup. Je pense que avec toutes ces réponses, ces brillantes réponses que nous venons de collecter, la plupart des auditeurs et des followers de 237 Stories seront très bien édifiés sur la question de la décentralisation au Cameroun, tous les problèmes qui s'opposent ici. Moi, réellement, je n'ai pas encore été confrontée hein, parce que, voilà, étant née déjà dans la région du centre, donc tout se passe et je vis, née et grandi dans le centre, vraiment, tout se passe à Yaoundé et je n'ai pas encore réellement été Je confrontée vais à... peut-être te couper un peu si tu permets. Je vais te dire que tu as été confronté sans le savoir peut-être. Oui, Dans la peut-être. région du centre, je pense Oui. il y a 7 arrondissements. Et dans les Mhm, 7 arrondissements de Yaoundé, c'est 7 mairies qui ne s'entendent pas forcément, qui n'ont pas la même manière de fonctionner. Quand vous oui. quittez seulement Yaoundé, vous quittez Yaoundé, vous arrivez en Kouaban. Si vous Mhm, avez, je dis bien, vous êtes seulement en Kouaban, un Kouaban qui n'est plus qui n'est plus dans l'arrondissement du Fundi, qui n'est plus le département du Fundi. Quand vous êtes en mhm, Kouaban, vous êtes déjà en train de vous compter, je crois que c'est un fou déjà. Quand vous êtes en mhm, Kouaban, s'il vous plaît, si la vignette qui est autorisée, les vignettes auto, tu as ta mhm. voiture, tu as traversé la ville de Yaoundé. Oui. Kouaban est toujours, bon, c'est tout dans l'agglomération de Yaoundé, mais ce n'est plus du département du Fundi. Dès que vous avez traversé Mimboman et que vous arrivez en Kouaban déjà, la communauté urbaine de Kouaban vous demande de payer aussi. Si vous n'avez pas payé, ils ont le droit de vous empêcher de passer. Parce que Mhm, justement, parce que ce que l'argent que vous avez payé, en fait, est considéré comme assiette fiscale pour la mairie de Yaoundé 4 ou bien de Yaoundé, du Fundi simplement. Mais maintenant, dans le simple fou, il faut aussi qu'il y ait une sorte d'assiette fiscale pour eux. Donc, ils ne comptent pas sur cette mairie-là. Je vous dis seulement vous voyez, sans le vouloir même, ça joue. Parfois, quand la décentralisation arrange certains, on l'applique. Quand ça n'arrange pas, on se met un peu en retrait. C'est ce que je voulais mhm. dire. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup pour tes éclaircies. Alors, allô? Allô? Oui, oui, on Euh, t'entend Nous très sommes bien. Ok, toujours là. d'accord. J'ai senti le téléphone vibrer. Donc, je me suis dit que peut-être je me suis déconnectée. Nous allons parler de société. Dernièrement, la sortie du Lion indomptable, Martin, a fait jaser la toile, même les bars et les taxis. On a publié une conversation de lui avec une personne comme ça qui, lors de la conversation, il a dit, je cite, on n'épouse pas
je vais paraphraser, hein, on n'épouse pas les Bamileke chez nous. On l'a traité de tous les noms tribalistes. D'aucuns même dit aussi qu'il ne devrait plus faire partie de l'effectif des Lions indomptables du Cameroun. Tu ne peux pas jouer pour le vert ou jaune et tenir des propos comme ça, voilà. Penses-tu que vraiment on devait jeter les pierres à Martin là parce qu'il a dit qu'on n'épose pas les Bamileke chez lui? Penses-tu que ce sont des propos tribalistes ou bien? Ben, c'est vrai que j'ai pas personnellement suivi ses propos, mais vraiment tout dépend Du dans quel contexte. justement il a dit, parce que Mhm. je sais quand même que d'habitude on se charrie comme ça entre amis, mais ça Non, avait pas, ça avait pas plus c'est vrai que je n'ai pas la conversation entière. C'est vrai que cette conversation, je n'ai même pas voulu lire, mais juste parce ce qu'on a retenu, ce qu'on a pu retenir, c'est que voilà, il a dit littéralement que on n'épouse pas les Bamileke chez nous, et puis ça a créé tout ça, tout ce vacarme-là. Donc, ben, si tu parles seulement de ces propos-là, si on parle juste de ces propos-là, qu'est-ce que tu peux dire? comme je dis, moi je suis pas de ceux qui s'en tiennent juste au propos, tout simplement, parce que pour comprendre quelque chose ou bien et juger, même apporter un jugement sur un fait, il faut comprendre dans quelles circonstances ce fait a été dit. Mais tout ce que je peux peut-être augmenter, c'est que ben, quand tu as atteint une certaine sphère dans la société et quand tu as déjà une certaine responsabilité au niveau de la nation, il y a des propos qui ne doivent plus être les tiens, pardon, parce Mhm, que comme les réactions du moins des internautes étaient très fondées, parce que si vraiment tout ce qu'il a dit était pensé, c'était dans l'objectif de vraiment de minoriser une tribu, vraiment, il ne mérite pas de continuer à jouer pour l'équipe nationale parce que là-bas, en allant jouer, il joue tant pour les Bamileke que pour les Bassa, tant pour les mhm, Bassa que les Boulous, ainsi de suite. Donc, mhm, voilà, c'est vraiment, c'est vrai, comme je pouvais le dire au départ, que ça dépend du contexte. Parfois, on se charrie comme ça, mais il faut dire que ce n'est pas les propos les plus beaux à employer. Sachant vraiment le contexte dans lequel nous sommes actuellement. mhm, Et on pouvait encore soulever certains aspects que, bon, même dans nos familles, on a grandi avec cette appréhension par rapport à d'autres tribus, malgré le fait qu'on mange tous les mêmes mets. On a des appréhensions, on dit que non, ne nous ramène pas un gars tel, ne nous ramène pas une fille telle. C'est ce que nos parents nous ont dit à la maison, qu'on ne se mente pas depuis qu'on était petits. Que même quand tu viens présenter quelqu'un là, ah, ton oncle dit heureusement qu'il était région parce que c'est quand c'est souvent, ce n'est plus la région, si c'est à l'autre région que ça peut souvent causer problème, ça veut dire quoi? Et nous sommes seulement encore au Cameroun, hein. C'est le même pays. mhm. Ce sont les mêmes couleurs qui sont sur notre scène. Et quand les lions jouent là, c'est les mêmes cris que toutes les tribus balancent du moins en termes de soutien. Donc, vraiment, Pousse. Mhm. c'est pas, c'est pas, Oui. c'est pas très beau. Et vraiment, ce sont des expressions que Ouais. chaque Camerounais, de manière individuelle, va travailler à ne plus prononcer. Je prends par exemple l'expression l'enquoi. Parce que les Bamileke, en Mhm. général, les familles de l'Ouest aiment bien appeler les gens originaires du centre que l'enquoi. Et quand on dit ça Ouais. devant les quoi, entre parenthèses, ça devient vraiment. En fait, ça les répugne, ça les énerve tellement. Et la même chose quand les Boulous disent que c'est vous, les Bamileke, les Bamileke, les Bamileke. Et c'est la même chose ils se sentent très mal dans leur peau à cause des propos comme ça. Je me dis, vraiment, chaque Camerounais, de manière interne, individuelle, va essayer de travailler sur ce style de propos. Ça sert à rien. Moi, je plein d'amis, on s'entend super bien, on mange les mêmes plats, mais on n'est même pas dans les tribus voisines ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est l'amitié qui prévaut, ce sont les relations humaines qui prévaut. Ça veut dire que si demain, alors, je vais rencontrer quelqu'un qui n'est pas du même pays que moi, je peux même le poignarder dans le dos. Et pourtant, nous sommes tous africains. Juste parce qu'il n'est pas du même pays que moi ou bien de la même tribu, je vais le laisser, par exemple, dans une situation de détresse. C'est Hmm. vraiment sale. C'est sale. C'est juste une interpellation pour chaque Camerounais de manière D'accord. individuelle. C'est un point Voilà. de vue.
Là, Chez c'est à Médouille. Charito, que penses-tu de cette phrase? On n'épouse pas les Bamileke chez nous. Est-ce que c'est une phrase tribaliste ou bien peut-être il a juste, je sais pas. Bon, je sais pas comment dire ça, comment le défendre. Donc, je sais pas. C'est-à-dire, quelle analyse fais-tu de cette phrase? Merci MBD pour ta question. Je suis un peu embêté, tout comme assez. Déjà Mhm. parce que je ne connais pas le contexte. Oui, Donc, de ce que j'ai vu, c'est une conversation privée. C'est une oui, conversation, en fait. oui, Et quelqu'un a partagé une capture d'écran. en effet. Onga n'a pas fait de sortie, malheureusement, pour se désolidariser. Il dit qu'il ne se reconnaît pas dans ses propos. Il n'a rien dit. Et en Mhm. général, on dit qui dit mot consent. Donc, on peut supposer que c'est vrai. Maintenant, dans quel contexte l'a-t-il dit? Je ne sais pas non plus. Oui. Contrairement, par exemple, aux propos qu'avait tenu le professeur, je ne sais plus comment il s'appelle, un grand professeur, bon, pas grand, mais un professeur sur la chaîne Vision Un 4, par plateau de exemple. télévision, oui. Exactement. Ça, par exemple, Mhm. bon, c'était à 1 heure de grande écoute, c'était en direct. Et là, on pouvait vraiment condamner avec force et vigueur. Mhm. Ici, c'est un peu différent parce qu'il est dans une conversation privée, mais malheureusement, c'est des personnes publiques qui, pour moi, donc c'est un peu ça, hein. Quand tu es une personne publique comme ça, d'une autorité publique, malheureusement, tu n'as Mhm. plus de vie privée, en fait. C'est aussi Mhm. ce Tu n'as qu'ils ont plus. choisi. Oui, N'as plus. c'est ce qu'ils ont choisi de faire. Si matin, si je passe là dans la rue, personne ne va chercher à faire un selfie avec moi. Par contre, si c'est Mhm. Martin Ongla qui passe, je crois qu'au moins 50 personnes, il y aura un attroupement autour de lui, on voudra. Donc, il n'a plus de vie privée. Et Oui. donc, ce genre de propos, ne tournons pas autour du pot, sont des propos maladroits. Mhm. Le contexte dans lequel nous vivons ne doit plus nous permettre de tenir ce type de propos. Ensuite, Mhm. quand par exemple, AC dit par exemple que nos parents ont dit un certain nombre de choses, je suis entièrement d'accord avec elle. Mais Martin Ongla a 25 ans, il n'en a pas 60 ou 70. Nos parents ont Oui. vécu dans un contexte totalement différent. Certains ont connu la colonisation et tout ce qui s'est passé. Donc, eux Mhm. encore, on peut dire, Il reste OK, avec certains voilà, vestiges. exactement. Mais nous Mhm. connaissons le vivre ensemble de manière. Voilà, normalement, nous, on a vécu ça, le vivre ensemble. C'est-à-dire, on a vécu avec des personnes de régions différentes. Nous connaissons les Mhm. réseaux sociaux et tout ça. Mhm. Donc, nous savons qu'il y a quand même des propos que nous ne devons pas tenir. Quand, par exemple, Assedi parle d'un Koualebami, pour moi, ça, ce n'est pas insultant. En général, c'est comme ça qu'on dit, mais par exemple, on a toujours dit les Bamenda, mais ce n'était pas une manière de les rabaisser ou quoi que ce soit. C'était une Mhm. manière de les interpeller. Peut-être que la Oui. manière est péjorative dans l'interpellation, mais il y a derrière le fait de dire les Bamenda, il n'y a rien de méchant. Comme Oui. il n'y a rien de méchant à dire les Bami, les Nkwa. Pour moi, il n'y a rien de méchant. C'est une manière Mhm. d'interpeller. Et on interpelle, certes, peut-être on interpelle mal, mais il n'y a rien de Oui. méchant quand on dit ça. Par contre, dans ces propos, dans notre famille, nous n'épousons pas telle tribu. Quelqu'un de sa stature, de mon point de vue, c'est maladroit. Oui. Et pour moi, il pousse même la maladresse beaucoup plus loin. C'est qu'il ne fait même pas un mot pour s'excuser. C'est-à-dire, il fait preuve de ce que j'appelle un je m'en foutisme absolu, Oui. en fait. C'est-à-dire, Mhm. je n'en ai rien à faire. À Et pour moi, ça, foutre. c'est, oui. Et pour moi, ça, c'est encore beaucoup plus grave. Quand A s'est dit, et je crois que c'est toi qui disais, est-ce qu'il faut, certaines personnes disent qu'il faut l'exclure de la sélection. Pour moi, oui. Le vert, rouge, jaune, honnêtement, c'est encore l'une des seules choses qui nous regroupe, qui nous permettent de nous asseoir et d'être unis. Je pense que, Mhm. voilà, quand nos frères, même des régions anglophones, quand il y a un match de foot, ils s'arrêtent et après, après le match, ils vont nous dire, bon, quand même, de notre côté, ça va mal, mais vous continuez à vivre comme si nous n'existions pas. Mais au Oui. moins, le foot nous permet de nous arrêter un moment et d'être en communion à un instant Mhm. précis. Et donc, lorsque c'est quelqu'un qui représente le vert ou jaune, qui tient de tels propos, pour moi, je trouve que c'est scandaleux. Et on a vu souvent la fédération réagir à tort et à travers. Bon, comme j'ai dit, on a souvent l'art d'être absent là où il faut être présent et Mhm. présent en fait là où il faut être absent. Donc là, c'est là où on attend le communiqué de la fédération. Donc, la fédération ne fait aucune sortie. Et lorsqu'on va parler, on va faire Peut-être une la critique. fédération a jugé comme toi d'entrée de jeu ou quand tu disais que c'était une conversation privée, il n'a pas fait une sortie officielle pour dénigrer.
pour Je suis d'accord. dénigrer la tribu. Je suis d'accord avec toi, mais la fédération, puisque c'est un joueur de la fédération qui est un joueur de l'équipe nationale, pardon, qui est interpellé, qui est mis en cause, la fédération doit faire une sortie, au moins par exemple pour dire je fais une enquête, ou bien même pas une enquête, je vais demander un droit de réponse, ou bien je vais interpeller mon joueur pour savoir ce qu'il en est réellement de Mhm. la situation et peut-être lui demander de communiquer aussi. Donc, bref, de réagir en fait, de réagir pour dire que bon, nous avons une situation qui met en cause un joueur de l'équipe nationale. Nous Oui, communiquons là-dessus. Imaginez par exemple le cas, je prends un exemple avec l'affaire Valbuena et Benzema. Pour les footeux qui se souviennent de cette affaire, il s'agit de deux joueurs de l'équipe de France, oui. mais la fédération française a communiqué là-dessus. Mhm. Donc c'est juste ça que nous Nous demandons. attendons peut-être la FECAFOOT, Exactement. Ou le ministère des peut-être, Sports, par exemple. ou le ministère des Sports, par Voilà, exemple, est en train de ils exactement. sont en train de se concerter et puis ils vont faire une sortie Voilà. sur... Et pour continuer dans ce sens, si je ne me trompe pas, on a fait passer une loi qui condamnait les propos haineux et consorts dans les réseaux haineux, sociaux. oui, 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 haineux. Le ministère de la Justice est donc où? Mais le truc, c'est que c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est une conversation privée. Je suis Mais d'accord. lorsqu'elle est rendue publique, est-ce que ne penses-tu même pas que c'est la personne qui publie cette information qui devrait être sanctionnée? C'est une très bonne question que tu poses, MBD. Est-ce que si Oui. je vole et on ne m'arrête pas, est-ce que ça signifie que je n'ai pas volé? Est-ce que c'est parce que on ne m'a pas arrêté que je ne suis pas un voleur? C'est une très bonne question que tu C'est poses. c'est un peu comme péché dans l'âme. C'est un peu comme péché. Bon, c'est un peu comme péché. Il y a des péchés, donc il y a des péchés qu'on commet mais que personne ne voit. Des D'accord. péchés qu'on commet dans le Est-ce que ça veut secret. donc dire qu'on n'a Mais pas lorsque péché? tu viens, Est-ce que ça signifie qu'on n'a pas péché? La question que tu poses est c'est fondamentale. Et moi, j'ai bien aimé ta question, en WK. fait. C'est WK. Je voudrais, bon, je ne sais pas, Elle recherche mais le renfort. je voudrais aussi avoir Elle recherche le renfort. Que viens m'aider. je voudrais avoir ton point de vue. Est-ce que tu partages le point de vue de Chicharito et de Assis ce soir au sujet de Non, Matin? bizarrement, je vais dire que je ne suis pas totalement d'accord avec eux et je ne suis pas d'accord totalement avec on là également. Dans Oui. l'histoire de la Fédération camerounaise du football et une histoire récente encore qui date de moins de 10 ans, c'est le moins ce que l'on peut remonter. Il y a eu un précédent. Il y a eu Clinton Dier qui a eu un Oui. fait qui écartait un peu de l'éthique requise par les textes de la FECAFOOT. Et il y a un Mhm. texte, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de fouiller le texte. Je n'aime pas prendre les captures sur Internet sans lire entièrement. Généralement, les gens capturent juste ce qui les arrange pour pouvoir se défendre. En J'aurais pris le effet. texte entier, ça aurait été encore mieux. Mais sinon, il y a quand même au niveau des sens, des textes de la FECAFOOT, une sorte de garde-fou qui prévoit que les joueurs ne doivent pas tenir certains types de propos. Alors, Mhm. si la fédération estime que le joueur a fait un écart de comportement dans cette sortie-là, c'est du droit de la fédération d'aller vers lui. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, Clinton Dier a quand même eu une mise à pied, a reçu un mot de la commission éthique de la FECAFOOT quand même, avant qu'il ne revienne même. Il a reçu un mot, même s'il s'est excusé, il a reçu un mot. Ça veut dire que, bon, ça n'a pas été publié comme c'est le cas maintenant. Peut-être on l'a déjà reçu son mot qu'on ne saurait pas. Je ne suis pas d'accord avec les autres dans le sens de, il peut dire ce qu'il veut, ça l'engage. Mais je suis également d'accord avec eux dans la mesure où, dès que tu es une personnalité publique, ce qui sort de ta bouche est contrôlé, scruté. Tu dois donc savoir que je ne dis pas n'importe quoi. Et le malheur dans son propos sur ce partage de captures d'écran sur Snapchat, c'est que il insiste. Il dit chez nous, on n'épouse pas les Bamileke. Et la femme dit, la dame avec qui il parle, dit, est-ce que tu te rends compte, un peu pour dire, est-ce que tu te rends compte de la gravité de ce que tu es en train de dire? Et il dit, je redis encore, et pour dire, en fait, ce n'est pas une erreur, c'est pas un lapsus, c'est fait exprès. Moi, j'ai pas de problème avec ce qu'il dit, je vous assure. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qu'il dit que c'est exact, c'est le vécu du Camerounais, en fait. Et malheureusement, c'est vrai qu'on a eu des grands-parents qui ont mal compris parfois le fait du tribalisme en voyant toujours en d'autres tribus des rivales. Mais qu'on soit honnête,
qui va dire ici qu'il n'a pas un ami qui est de telle autre tribu? Je dis rien que comme nous sommes en train de parler, je dis Moi, pas un qu'il mec y ait me quelqu'un là. l'avait dit, un Attends, mec me mais l'avait rien dit qu'entre nous ici, clairement, rien on qu'entre nous n'épouse ici, nous pas sommes les déjà de bassages combien de chez nous, tribus? hein. Cette phrase-là, moi, je l'ai entendue il y a quelques années, on n'épouse pas les bassages chez nous. Mais Mais il y a des ceci, familles c'est où c'est pourquoi. impossible Il y a par des contre familles de comme ça. dire ça. Dans ma Mhm, famille, c'est impossible, par exemple, de parler de tribalisme. Quand nous sommes en réunion familiale, il y a une partie de la famille qui parle en Néondo, mhm. une partie qui parle en Bamileke. Tu vas faire comment pour dire à l'autre qui n'est pas de la famille? Le jour où on se retrouve à Yaoundé, ceux qui parlent et vous n'en parlent, et tout le monde comprend tout le monde bizarrement. Oui. La grand-mère, si ma grand-mère est Ewondo, par exemple, mon grand-père est Bamileke, tu vas faire comment Mhm. pour dissocier? Pratiquement Non. tout le monde est mixé dans ma famille. C'est-à-dire, tu vas voir le Bassa qui est marié à la Bamileke, tu vas voir Mhm. celui-là qui est marié. Il manque seulement peut-être nos amis de l'extrême nord. Je pense qu'on aura fait le complet. Pour dire que la tendance camerounaise actuelle va vers là. Il y a de plus en plus de familles qui sont mixtes. On ne peut Des pas y familles échapper. hybrides. Même ceux Donc, qui diront, mais attends, il n'y a plus ce n'est pas parce que les tribus de souche non, disparaissent, mais les familles excusez-nous sont avec les maintenant. tribus de souche. Il y a des Camerounais de souche, il y a des Africains de souche. Qu'on nous excuse avec oh, je suis Bami, je suis ceci. Même quand quelqu'un Mhm. dit qu'il est Bami, tu vas voir quelqu'un qui est Bamileke, peut-être Bamileke de Bana, avec un autre Bamileke, peut-être bon, j'ai failli dire Fumba, j'allais même attribuer les foudres de tous les, tous les Bamous du Cameroun. Non, 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 mais justement, quelqu'un peut être Bamileke et même dans le Bamileke, on va encore faire les scissions. C'est-à-dire, non, lui, il est plutôt de, comment on appelle cela? Il est plutôt de, il est un peu du Konki peut-être. Non, non, ça, c'est pas les, il faut pas qu'on se marie, lui, on doit se marier les gens du Onkam. Non, mais Mhm. attends. Ça, ce sont des histoires. Qu'on nous laisse un peu ça. C'est plutôt maintenant à nous, les jeunes, de comprendre qu'il faut décrisper les choses. Nos parents Mhm. ont vécu dans une atmosphère où ils se disaient seulement que non, si tu ne maries pas ton frère, tel, ça ne va pas donner. Dans toutes les tribus, il y a des mauvaises femmes, dans toutes les tribus, il y a des bonnes femmes. Il y a des mauvais hommes comme il y a des hommes qui sont bons. Donc, il n'y a pas une tribu qui fasse l'exception en termes d'amour. Qu'on nous excuse avec ça, surtout qu'on ne parle que d'amour dans ce sens-ci. Si chez vous, vous vous êtes entendu que c'est ce que vous voulez, vous ne vous marierez qu'avec des gens d'une certaine tribu, ça n'engage que vous, en fait. Ça ne Mhm. devrait pas être d'éteindre sur tout le pays. Mais dès que vous devenez une personnalité publique, Oui. sachez vous tenir. Si vos propos, dès qu'ils sont publics, même s'ils sont privés, même et que vous êtes une personnalité publique et que vous osez dire certains mots, Oui. sachez que ça peut choquer, en fait. Ce n'est pas que c'est pas la vérité, mais c'est que ça choque Oui. certaines personnes. Moi, je ne suis pas choqué Oui. parce que c'est mon vécu. Je suis vraiment une parfaite symbiose de tout ce que le Cameroun a. Et pour moi, ce Mhm. n'est pas un choc. Pour moi, c'est tout naturel. Mais chez certaines personnes, c'est un choc parce que tu ne peux pas te lever et dire ça comme ça et ne même pas avoir de remords. On aurait même aimé qu'il fasse une sortie, mais bon. Comme parfois, si Charito le dit, si qui ne dit mot consent et s'il ne sait pas, il ne sait pas prononcer depuis, ça veut dire qu'il n'a pas de problème. Ok. Bon, ça veut dire aussi peut-être qu'il veut tellement faire passer l'affaire que, parce que s'il sort pour demander pardon ou s'il sort pour s'expliquer, Ces mots, ça va on va encore encore, étudier ces ça- mots pour voir si la main dit quelque chose. C'est vrai. oui. Donc, ça va, les gens vont faire de la récupération. Chaque mot qu'il va utiliser sera décrypté. Voilà, nous allons continuer avec des écarts de comportement. Vous avez vu le dérapage du professeur Bayebek sur le plateau je pense, c'était Vision 4. Je pense que c'était Vision 4 à l'émission Club Vision d'élite 4. qui passe. Oui, c'était à Vision 4 Club d'élite. C'était devant, j'oublie le nom de, du Du journaliste qui journaliste. animait Je crois que c'est Bonnie le Philippe, non? Boni Philippe. Bonnet Voilà. Philippe, ancien de Boni la Philippe. radio Siantou et de plusieurs autres médias. Oui, Je vais voilà. gifler. Je vais jusqu'à mettre mouf dedans. Mouf, je vais te... Non, franchement. Je ne sais pas pourquoi le papa Jean Gibon Kengla n'a même pas interdit qu'on l'invite encore dans les plateaux de télé. Mais moi, je me pose, la question que En moi fait, je me pose, il y a quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi chaque fois que on invite monsieur professeur Bayebek, on sait très bien comment il va, parce que moi, je ne regarde pas souvent ses vidéos jusqu'à la fin, hein, parce que j'ai honte de son comportement. Comment, avec tout ce qu'il peut faire sur le plateau, les gens ont toujours le courage qu'est-ce qui explique CWK, tu reviens un peu.
c'est à toi que je pose la question parce que toi, tu as déjà D'accord. animé les émissions à la télé. Dis-moi un peu comment est-ce que tu peux avoir un panéliste comme ça et toujours l'inviter? Qu'est-ce qui explique le fait que chaque fois qu'il dégame, on l'appelle toujours? Essaie un peu de m'expliquer ça. Ou bien il augmente il augmente on appelle quoi, l'audimat. L'une des choses que vous devez savoir, c'est il y a la typologie des invités. Il y a des invités qui sont sulfureux et c'est exactement le cas du professeur Baïbek. Et il a la double chance d'être en même temps, il est sulfureux, mais il est pertinent. Il faut le savoir parce que ce n'est pas parce qu'il est sulfureux que ce qu'il dit, ce sont des idioties. Je vais me dire, c'est même un honneur pour moi de parler, de me mettre de parler du professeur Baïbek parce que chaque fois que vous l'invitez à une émission, vous êtes pratiquement sûr que vous aurez du buzz. Pratiquement sûr. Et le Cameroun est un pays où on ne vit que du buzz. On aime vivre avec tout ce qui fait la une éphémère, malheureusement. Le professeur Baïbek a sa manière de dire les choses, il a sa manière de penser et il a le malheur aussi d'être quelqu'un de trop véridique parfois et qui ne sait pas, qui n'a pas parfois il n'a pas le tempérament qu'il faut pour se calmer devant certaines situations. Vous verrez sa manière de réagir généralement, surtout quand ce n'est pas il n'a pas des arguments pour contrecarrer ce qu'on lui dit. Mais vous voyez, lui, par exemple, quand il a dérapé dimanche passé face à Boni Philippe, c'est parce que Boni Philippe l'a acculé. Et il faut reconnaître que le professeur Baïbek, c'est quelqu'un qui, quand il croit en quelque chose, sa conviction, il va jusqu'au bout. Il est un UPCiste et qui croit en l'UPC de la première heure, l'UPC de 1958. Vous êtes en train de parler d'un événement qui a eu lieu en septembre quand même. Septembre qui est l'une des dates la plus sacrée dans l'histoire du MRC, de l'UPC. Je m'excuse encore. Donc, UPC, qui a quand même perdu son leader, je pense, le 15 septembre. Le même 15 septembre, la femme du leader meurt. Alors, déjà, toute la symbolique que ça peut donner. Mais vous venez sur un plateau essayer de lui vouloir qu'il dise, en fait, parce que le journaliste l'a poussé, Boni Philippe l'a poussé, le professeur Baïbek a dit ce qu'il ne voulait. Il voulait, en fait, montrer que, puisque la question de Boni Philippe, c'est est-ce que Oumiobe était un saint? Vous voyez? Oui, c'est de là où part tout ça. Justement, et c'est où il perd toute sa maîtrise. Parce que, et la raison est simple, c'est que il y a des gens qui sont intouchables dans l'histoire de chaque pays. Et qu'on le veuille ou pas, il y a des nationalistes comme Oumiobe qui sont classés dans ce rang-là. Ça ne veut pas dire que, quand par exemple on parle de Nelson Mandela en Afrique du Sud, les gens le voient, il est prix Nobel de la paix, il est ceci, mais Nelson Mandela, c'est pas comme s'il n'a pas tué. Ils ont fait des combats dans la rue où ils faisaient des combats où ils étaient obligés d'aller dans des combats à mort avec ceux qui étaient en face d'eux, qui étaient des Blancs pendant l'apartheid. C'est dans ce sens-là que quand Boni Philippe pousse le professeur Baïbek, on peut comprendre dans sa sortie de ces gangs. Et c'est aussi naturel. Bon, maintenant, dit qu'on ne puisse plus l'inviter, demander si le CNC à travers notre ancien tonton Joe Cheboken Karabou, ce qu'ils disent, par exemple, qu'on l'invite pas. Je pense qu'il y a une note qui est sortie disant quelque chose, mais ce n'est pas l'invité qui doit être indexé quand il y a un dérapage comme ça. C'est celui qui dirigeait l'émission qui peut être suspendu et l'émission aussi, par contre. Au pire des cas, s'il y avait eu peut-être sur le plateau ce qu'on appelle, par exemple, on avait saboté quelqu'un, tu peux porter plainte, tu peux demander un droit de réponse, ce qui te sera accordé parce que la loi l'autorise. Même si je garde le nom de NBD en plein plateau, c'est de son droit d'interpeller ceux qui ont le média en question, de dire, OK, CWK est venu sur votre média pendant 15 minutes, il m'a saqué. Moi aussi, j'exige de passer pendant les mêmes 15 minutes pour un droit de réponse, pour pouvoir répondre. Et c'est naturellement que le média doit vous accepter. Si le média n'accepte pas, vous portez plainte contre le média et contre celui qui était à l'acte de sabotage. Bon, voilà un peu pour ma part. Il dit simplement que le professeur Baïbek fait ce qu'il fait. Moi, j'ai bien aimé quand il a dit que il disait quoi souvent, la sauce tomate, c'est quoi? Ce n'est pas ou c'est le barbecue, c'est quoi? C'est pas la sauce tomate. Le ketchup, c'est quoi? Ce n'est pas le pain chargé avec la viande.
Voilà. Donc, peut-être Moi, que je ce l'aime n'est pas ça. la En fait, tomate. c'est pas automatique. En fait, je pense que c'est son naturel qui, quelque part, attire les gens. Et tu Oui. sais déjà depuis que quand tu es en face de lui, si tu as peut-être triché sur tes diplômes, ce n'est même pas la peine. Lui-même, il va creuser sur toi. Quand même, donc, bon, il a aussi cette manière aussi d'être un peu hautain, pour quelqu'un qui est scientifique, il faut le Mhm, reconnaître. Parfois, quand on vient, quelqu'un qui est peut-être doctorant ou bien qui est encore en train de faire des recherches, qui n'a pas encore fini peut-être sa thèse, il va mhm, très mal répondre en disant, bon, peut-être il n'est pas de mon niveau. Moi, peut-être c'est de son côté que je ne supporte pas de penser que, mhm. ayant été très brillant à l'école, d'avoir formé de brillants élèves et professeurs aussi, il se dit que tout le monde devrait être comme lui. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui brillent sans forcément avoir le même aura que. D'accord. Alors, Chicharito, je vais te gifler si tu... Il a dit quoi? Si... Mouf, si tu... Mouf, chien. Mouf, aïe, 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 aïe. Je n'ai pas regardé toute la vidéo là, hein. J'ai eu honte. Oh. Est-ce qu'on devrait condamner ce type? Est-ce qu'on devrait condamner ce monsieur à ne plus, à ne plus intervenir dans les directs ou bien ou bien tu aurais autre chose à nous dire à ce sujet? Ok, très bien. Merci encore une fois de plus pour cette question. Mhm, Déjà, il faut savoir que la chaîne Vision 4, je l'avais déjà dit plusieurs fois sur ce podcast, c'est une chaîne que je ne regarde pas du tout. Parce que pour moi, c'est une chaîne qui aurait même dû être fermée depuis très longtemps, depuis les mhm, élections de 2018. Ce que cette chaîne a fait avec notamment Ernest Obama en l'occurrence, aurait dû conduire à la fermeture de cette chaîne il y a très longtemps. C'est une mhm. chaîne qui, pour moi, CWKala un peu effleuré est à la recherche du buzz permanent. Oui, oui. Et comme la seule chose qui fait la force de cette chaîne, c'est le buzz, il faut inviter les panélistes qui font du buzz. Et l'un des Mhm, seuls, ils sont pratiquement deux en général à faire du buzz. Il y a le professeur Messanga Nyamding et il y a le professeur Jean Baïbek. mhm. Le professeur Messanga Nyamding, je crois que je me rappelle plus c'était toujours sur ce plateau-là, avait dit une fois, je suis là pour faire du show. Je vais faire du show. Et donc, quand on l'invite, je pense qu'on l'invite parce que moi, j'ai souvent regardé ces émissions sur, par exemple, parfois ces invitations sur Equinox. Mhm, Je trouve qu'il n'a pas la même attitude que lorsqu'il est sur Vision 4. C'est-à-dire mhm, que même parfois sur Canal 2, j'ai déjà vu une de ces à l'arène où ça lui arrive de dire, mais est-ce que tu es à mon niveau? Est-ce que tu es à mon niveau? C'est-à-dire montrer, comme ce Becca disait, être un peu hautain, mais jamais mhm. dans l'insulte, l'injure. Et ce jour-là, il a dit mouf, chien. Et très souvent, sur ce plateau-là, il tombe très vite, très facilement dans l'injure, dans l'invective. Et donc, tu as posé une question, faudrait-il ne plus l'inviter? Pour moi, non. Oui. Et c'est WK l'a aussi dit, pour moi, c'est quelqu'un de brillant. Il faut l'inviter pour qu'il continue à éclairer la lanterne des Camerounais. C'est nécessaire que nous ayons sur les plateaux des intellectuels, des vrais. Moi, j'aurais par exemple souhaité que un panéliste comme Claude Abbé, par exemple, ne soit plus jamais invité. C'est celui qui avait tenu des Mhm. propos tribalistes. Jean Oui. Baïbek n'a jamais tenu des propos tribalistes. Jamais. Il n'a jamais mis à mal l'unité nationale. Par contre, il s'attaque très souvent à des personnes. Ça, c'est vrai. Et ce jour-là, on parlait quand même, parce que j'ai quand même regardé l'extrait, juste pour préparer l'émission. Donc, on parlait de la mort de Ruben Ouniobé du Mhm. 13 septembre 58. Et dans la mémoire des... comment dire? Professeur Jean Baébec se considère comme un upéciste et il le dit, upéciste fondamentaliste. Pour un upéciste fondamentaliste, Ouniobé, ce n'est pas un saint, mais c'est, comment je vais dire ça? C'est un peu comme... voilà, c'est un peu comme un modèle, quelqu'un vers qui il se réfère lorsqu'il veut poser des actes. Et donc, lui poser la question sur ce ton, un peu comme un ton rabaisseur en lui disant, ça veut donc dire que Oumiobe est un saint. Je crois qu'il a mal pris, qu'il est sorti de ses gonds. Et donc, il faut savoir que certaines personnes ne sont pas des hommes des médias, non, ne sont pas allés à l'école de journalisme et tout pour se tenir sur un plateau. Lui, à la base, c'est un chirurgien orthopédiste. Donc, son travail, c'est opérer les gens, c'est être à l'hôpital. Donc, il se retrouve sur les plateaux. Et peut-être que
ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est lorsqu'on invite des personnes comme ça sur les plateaux, qu'on puisse aussi les briefer, en fait, pour leur dire que, bon, quand on est sur un plateau, il y a peut-être une certaine tenue à adopter. Par exemple, il y a des émissions qu'on écoute très souvent. Tu peux passer 5 à 10 minutes, tu ne comprends pas ce qui se dit, parce que tous les panélistes parlent au même moment. Et au final, il y a une cacophonie, tu n'entends rien. Donc, il y a aussi peut-être au niveau de ceux qui font les castings des invités, Oui, ils peuvent, par exemple, pourquoi pas indiquer aux panélistes, voici la tenue à aborder, comment se oui. comporter. Mais Donc, ça, c'est parfois, on peut-être. est souvent aussi pris par l'émotion. On Je, oublie même je suis d'accord, la conduite à je tenir. suis On est d'accord. tellement embrouillé. Je suis d'accord, MBD, mais Mhm. je dois avouer, dans l'extrait, il est allé un peu trop loin. Trop. Il est allé un peu trop loin. Il a Aïe, dit mouf, chien. chien. Et on lui a dit, mais il y a quelqu'un qui l'a quand même répondu. Il a dit, oui, j'ai dit ça. Aïe. Et même en tant que présentateur, bon, tu te sens aussi mal. Parce que c'est Tu quand même sens toi mal, tu te sens qui fais le abaissé. casting, qui invite des personnes. Tu es à la télévision. Imagine, tu es à Mhm. la télé devant femmes et enfants et on t'insulte comme ça. Voilà, donc je pense qu'il est allé trop loin. D'accord que parfois sur les plateaux, peut-être qu'il y a le stress, peut-être qu'il y a des situations que tu n'avais pas prévues, je suis d'accord. Il y a Oui, des oui, imprévus, ok. Mais il y a aussi la manière de réagir. Et je pense qu'il a très mal réagi. Et donc, très pour bien. répondre définitivement à ta question et sortir par là, il faudrait continuer à l'inviter. Par contre, il faudrait que ses prises de parole, que son comportement en plateau change. Ok, d'accord. Je pense que je ne sais pas si Assa a quelque chose à ajouter. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre podcast parce que c'est 1 heure, mais là, on a à cause du fait que les sujets, je vous ai dit tantôt en début d'émission que les sujets étaient très intéressants. Voilà, on a abordé des sujets très intéressants. Nous sommes à plus d'une heure d'enregistrement. Est-ce que Assa aurait quelque chose pour conclure? Quelque chose à dire? Non, j'ai rien à dire. Moi, je me posais la même question que toi, que pourquoi Mhm. chaque fois qu'il dérape et on l'invite toujours, malgré le fait qu'il soit pertinent. Vraiment, le rappel à l'ordre là, est arrivé même trop tard, parce que c'est quelque chose qu'on aurait fait depuis. Donc, Ok, d'accord. J'espère que en tant que parent, vous avez, quand je dis vous, je suis en train de vous voyer assez. Je vous vois assez. Vous avez, vous vous êtes déjà inscrite sur 236 Story. Vous avez envoyé la preuve à l'adresse contact arobase, je crois, j'oublie même l'adresse moi-même, j'oublie. En tout cas, contactez l'équipe de 237 Story, envoyez la preuve. Je pense que sur les plateformes de 237story.net, tout est écrit, tout est clair, tout y est. On vous demande juste de vous inscrire. C'est le mois, nous sommes déjà, je pense, c'est la dernière semaine. Profitez au maximum des 170 000. Je ne sais pas si le pactole a augmenté ou bien, mais profitez au maximum des 170 000. Peut-être c'est plus. Je pense que la dernière fois, HG nous a fait part de cela. Peut-être c'est plus. Donc, il y aura des lots à gagner. Le lot à gagner, c'est 10 000 francs. Je sais que 10 000 francs pour une personne, pour un enfant, c'est beaucoup, c'est énorme au Cameroun. Ça va beaucoup aider, ça va aider tout le monde. On vous prie de vous inscrire massivement et de nous envoyer les preuves. Allez sur le site de 237story.net et vous allez voir que tout y est, tout est écrit en noir sur blanc, comment envoyer la MBD, preuve de ouais, votre inscription sur... juste pour compléter oui, MBD, c'est bien oui. contact 237story.net, juste pour compléter, OK, je te merci. repasse la Contact. parole. Merci, merci beaucoup. C'est contact arobase 237story.net. J'ai pas voulu faire une erreur, mais j'étais quand même sur la bonne voie, mais je ne voulais pas vous désaxer. Voilà, merci beaucoup. Continuez à vous inscrire. Écrivez
à l'équipe de 237 Story à l'adresse suivante contact@237story.net et gagner des lots. Si vous êtes nombreux, tout va se passer par tirage au sort ou bien voilà, j'aimerais vraiment que tout le monde ait quelque chose. Je souhaite que tout le monde ait quelque chose. J'espère que tous les parents même les panélistes qui sont parents gagneront aussi quelque chose. Alors, nous sommes arrivés, comme je vous le disais, à la fin de ce podcast. Il était question pour nous de parler d'entrée de jeu. Bon, je suis quittée sur la page. Voilà, d'entrée de jeu, nous avons parlé de politique, des coups d'État successifs et de leur impact sur l'Afrique francophone. Ensuite, nous avons parlé de décentralisation. Nous avons fait des analyses, des commentaires sur les textes et leur mise à l'épreuve sur les textes. Sur les faits, sur les faits, en société, nous avons parlé de la question du tribalisme qui a été rouverte par le lion indomptable Martin Ola. C'est vrai que tout le monde a jeté la pierre sur lui, mais on a jeté la pierre de manière gentille. On ne s'est pas comporté comme le professeur Bayebek, que tout le monde a condamné dans ce podcast. Mais il y a seulement une personne, je pense que c'est une seule personne ici, c'est Chichari qui pense qu'il devrait revenir, mais en changeant son comportement. Mais je voudrais signaler quelque chose dans ce podcast. Je le connais personnellement, je vous assure, quand j'entre dans son bureau, il est le médecin le plus calme, le plus doux, le plus gentil de la Terre. Mais quand je le vois à la télé, je ne le connais pas. J'invite le professeur Bayebek à chercher le Bayebek qu'il est dans son bureau, dans sa clinique. Le Bayebek qu'il est dans sa clinique, là, qu'il cherche un peu à le devenir lorsqu'il est déjà sur un plateau de télévision. Parce que ce n'est pas la bagarre. C'est juste qu'il faut former l'opinion publique. C'est grâce à vous que nous avons des idées arrêtées sur un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas la lutte. Ce sont des échanges, ce sont des idées, c'est la construction de l'opinion publique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes vendredi soir, ce podcast est terminé et nous vous souhaitons un agréable week-end sous la protection du Très-Haut pour ceux qui croient en Dieu. Et à la semaine prochaine. Au revoir.